Vous écoutez le podcast de So Sweet Planet. Je suis Anne Greff et je vous propose des rencontres autour des thèmes des droits humains, de la culture et de l'environnement. François Verdet, bonjour. Bonjour. Nous sommes à Guétari, dans le Pays Basque, et on se rencontre pour parler de Rame pour ta planète. Il fallait trouver un nom pour ce mouvement qui concerne les surfeurs, et comme quand on surfe, on passe énormément de temps à ramer pour se rendre au pic, comme on dit, là où se trouvent les vagues, et on rame pour prendre une vague. Et c'était un peu l'analogie avec, en fait, il faut donner de soi-même pour la protection de l'environnement, donc il faut ramer pour la planète. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment est né ce mouvement et quand et où ? Alors, l'année dernière, je pense que c'était au mois de juillet 2018, je participais à des réunions de préparation de l'arrivée du Tour Alternatiba. C'était un Tour de France cycliste de gens qui ont parcouru 5000 km à vélo pour aller voir des porteurs de projets bons pour l'environnement. Et ce Tour de France se terminait à Bayonne et l'avant-dernière étape était à Biarritz. Et donc les organisateurs cherchaient une idée pour accueillir les cyclistes et pour faire un petit peu un passage de relais entre les gens de la terre, les cyclistes, et les gens de la mer, les surfeurs. C'est pour ça qu'ils avaient proposé qu'on imagine quelque chose, et c'était donc comme ça qu'on a fait le 6 octobre 2018 la première rame à la grande plage de Biarritz. C'était un moment fort, parce que justement il y avait ce temps d'échange avec d'autres militants, et la communauté des surfeurs, qui n'est pas une communauté qui est naturellement militante. Et comme on annonçait à peu près dans le même temps la tenue du G7 à Biarritz, on s'est dit pourquoi ne pas ramer jusqu'au G7, et donc on a décidé de ramer une fois par mois, tous les premiers samedis du mois, jusqu'au G7. Alors en fait, qu'est-ce que c'est une rame ? Parce que tu dis une rame, mais pour moi le surf, c'est des gens sur des planches, c'est pas des rames. Si on regarde les surfeurs sur la plage, 98% du temps, ils sont couchés ou assis sur leur planche, en train de ramer, de se déplacer. Le temps où on prend la vague est un temps finalement qui est très court. Donc c'est pour ça qu'on rame sur la planche. Quand je parle de rame, en fait, c'est une manifestation aquatique. L'idée, c'est qu'on se réunit sur la plage, il y a un temps de parole, soit des organisateurs, soit d'invités qui ont une pertinence, un message à apporter. Et ensuite, on va au large, donc on rame de la plage sur nos planches jusqu'au large, où on se donne la main pour partager un moment et dire qu'on est là pour la même raison. Et ensuite, si les vagues le permettent, on partage un temps de surf avant de sortir et de continuer les discussions sur la plage. C'est pour ça qu'on parle de rame, parce qu'il y a un temps de déplacement pour rejoindre le large et faire une communion en se tenant par la main. Et vous vous tenez par la main où ? Sur les planches ? Assis sur nos planches, exactement, tout simplement. Pour nous, c'est évident parce qu'on l'a fait un certain nombre de fois. Puis en fait, c'est dérivé d'une pratique ancestrale d'Océanie, en fait, des temps c'est pas réellement des cérémonies funéraires, mais en fait, c'est des temps de recueillement. Quand il y a quelqu'un qui a disparu, en fait, les gens se rassemblent au large et forment un cercle en se donnant la main. Et éventuellement en jetant des fleurs dans l'eau, puis ensuite en agitant l'eau. Donc c'est aussi inspiré de ces cérémonies. Donc si j'ai bien compris, il y a aussi, c'est pas juste au niveau des surfeurs, il y a aussi une sensibilisation sur la plage après, de touristes, d'habitants du coin, c'est l'occasion de se rencontrer, de discuter. Complètement, parce qu'on s'est aperçu très vite qu'il n'y avait pas que des surfeurs, il y avait aussi des amoureux de l'océan, qui n'avaient pas forcément de planche, et qui sont venus se joindre à nous pour partager ce moment. Parce que je crois qu'en fait, ce mouvement Rame pour ta planète, c'est à un moment donné de se dire qu'on n'est pas tout seul à penser ce qu'on pense, à être concerné par l'environnement, et qu'on a un besoin de se rassembler pour voir qu'il y a d'autres gens qui sont comme nous, il y a d'autres gens qui ont des pratiques similaires, et pouvoir échanger autour de ces pratiques. Donc ça dépasse bien évidemment le strict milieu du surf, et on a vu des gens qui sont venus à la nage, on a vu des gens qui sont venus en kayak, qui sont venus en pirogue, et ça a été un petit peu la surprise du mouvement, mais la bonne surprise du mouvement. Donc depuis cette première manifestation dont tu nous parlais à Biarritz, comment ça s'est... parce que vous ne vous êtes pas arrêté là, ça a continué, et ensuite il y a eu un nouvel objectif par rapport au G7 ? C'est ça, donc on s'est dit on va ramer jusqu'au G7 puisque les dirigeants du monde viennent à Biarritz, soyons la voix de l'océan, on va porter ce message jusqu'aux dirigeants du monde.
Donc on a commencé gentiment à ramer tous les mois. Donc au début c'était l'automne, puis l'hiver. L'eau était de plus en plus froide, les conditions pas toujours évidentes parce que des fois les vagues sont grosses. Et la grande plage à Biarritz étant très exposée, on s'est dit en janvier on va aller voir ailleurs, dans un coin un petit peu plus protégé. Donc en l'occurrence on est allé au port à Guétari. Puis ça a été le début d'une longue transhumance, puisqu'ensuite on est allé voir un petit peu sur toutes les plages de la côte basque, et ça nous a permis de travailler avec les clubs sportifs, que ce soit les clubs de surf ou les clubs de sauvetage côtier, qui étaient des points d'ancrage et de mobilisation, et donc de diffuser cette idée jusqu'à Hendaye, où on a invité les surfeurs du Pays Basque Sud, donc les surfeurs de l'autre côté de la frontière, à nous rejoindre. Et dans le même temps, on a eu des demandes d'organisation de rames ailleurs en France, donc on a dit mais bien évidemment, nous on a lancé une idée mais on n'en est pas propriétaire, plus il y aura de gens qui vont se l'accaparer, mieux ça sera. Donc on a ramé en Bretagne, on a ramé en Normandie, on a ramé à Marseille, à Lacanau, on a ramé jusqu'à Imsouane au Maroc, on a ramé plusieurs fois aussi en Guadeloupe. Donc de octobre 2018 à août 2019, c'est une 50aine de rames qui ont eu lieu. Et donc comment ça s'est passé au moment du G7 ? Donc la rame du G7, en fait, le G7, c'était un temps fort de mobilisation associatif et d'opposition, puisqu'il y avait en même temps que le G7, il y a toujours un contre-G7 avec un certain nombre de tensions, parce qu'en fait, il faut se dire, dans un G7, il y a 3 parties en présence. Il y a ceux qui participent au G7, les chefs d'État, et puis tous les secrétaires d'État, en fait, tous les gens qui viennent dans leur valise. Il y a les gens qui animent le contre-G7, mais il y a aussi et surtout les policiers et les militaires, ce qui on s'en rend pas forcément compte, mais en fait la côte basque a été complètement bunkerisée et militarisée. Il y avait 15 000 policiers militaires sur ce tout petit territoire, c'était absolument impressionnant au sens premier du terme, ça faisait peur, c'est-à-dire toute la journée d'entendre les hélicoptères passer, cette force, ces gens armés que les Parisiens connaissent malheureusement dans les manifestations où il y a de la répression, mais ici c'est pas quelque chose qu'on vit. Donc nous, on s'est dit comment, au milieu de tout ça, arriver à exister avec notre mobilisation qui est celle d'un milieu sportif. Et donc on a dit, on va retourner à Guétari, qui est un village, qui sera sans doute... En fait, on n'a pas le choix, je veux dire la vérité, on n'a pas le choix, parce qu'on a essayé de négocier avec la préfecture, qui a dit, il est strictement interdit, et vous n'irez pas à Biarritz, parce que si vous irez à Biarritz, on vous arrêtera. Comme on s'est dit que c'était le final de ce mouvement, en tout cas de cet objectif qu'on s'était fixé de ramer jusqu'au G7, et qu'on avait envie de le réussir, on allait s'expatrier un tout petit peu plus au sud, et donc de revenir à Guétari. Et donc ça a été effectivement une magnifique mobilisation, puisque c'est la plus grosse manifestation, au sens manifestation où on revendique quelque chose, de surfeurs en France. Il n'y avait jamais eu autant de surfeurs rassemblés autour d'une cause. Donc ça va sembler modeste par rapport à des grands défilés syndicaux. Nous étions 350 surfeurs, ce qui est énorme, parce que dans le reste de l'année, on était 70, 100, 120. Donc là, on avait triplé le nombre. Donc pour nous, c'était très réussi. Et puis, ça a été l'occasion de tenir un discours un petit peu plus politique, peut-être que dans les rames précédentes, puisque comme les dirigeants du G7 étaient à Biarritz, à quelques kilomètres, c'était le moment de faire passer ce message. Bien évidemment, Trump et Macron ne nous ont pas entendus, mais en fait, il y a eu une couverture média telle que notre message, en tout cas, a résonné bien au-delà du port de Guétari, et c'était l'objectif qu'on s'était fixé. En fait, on avait 2 objectifs. Le premier, c'est mobiliser la communauté des surfeurs à être des acteurs de la transition, c'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, si on veut éviter dans le mur, il faut que chacun s'y mette, donc les individus aussi. Donc derrière chaque surfeur, il y a un citoyen. Donc ça, c'était la première mobilisation, les citoyens surfeurs. Et la deuxième, c'était faire entendre la voix de l'océan auprès des grands de ce monde. Et ça, nous, on estime qu'on a réussi, puisqu'on a eu des articles dans la presse innombrables. Donc on a entendu national, international. Donc on a réussi à faire entendre notre voix. Donc on était contents. Et par rapport à cette rame c'est au mois d'août, le G7, puisque là nous sommes au mois de septembre maintenant, fin septembre. Est-ce que ça a été l'occasion d'être rejoint par des surfeurs venus d'ailleurs, qui n'étaient pas ceux qui participaient aux rames locales tout au long de l'année ? Est-ce qu'il y avait un petit peu de Oui, un petit peu, parce qu'en fait, oui, forcément, il y a des gens qui sont venus des Landes, donc en voisin, il y a des gens qui étaient là en vacances, donc des voisins un peu plus éloignés, et puis il y a des gens qui étaient venus pour participer au G7, notamment dans le milieu associatif, donc j'ai souvenir de Japonais notamment et d'Américains qui étaient avec nous.
et qui étaient ravis de participer à cette mobilisation, si loin de chez eux, mais en même temps, de la même manière, comme ils étaient surfeurs, ils avaient envie de dire que aussi l'environnement les concerne et la protection de l'océan en particulier, donc de se joindre à ce mouvement international, c'était top. Et puis pour les Japonais, on avait la chance d'avoir une fille qui habite au village qui est japonaise, donc qui a permis de faire l'interprète, etc. Donc après, il y a plein de petites histoires comme ça qui existent. Qui a une petite boutique, là. L'épicerie, oui. Oui. Exactement, à Guétari, qui s'appelle Yaoya. Qui a un super compte Instagram, d'ailleurs. De carottes, de poireaux, et en même temps de culture. Oui. Ouais, voilà. Et donc, le mouvement Rame pour ta planète, est-ce qu'il a des petits frères, des petites sœurs ailleurs sur la planète, ou est-ce que, pour l'instant, ça reste isolé comme démarche ? Sur la durée, je n'en connais pas, mis à part les associations traditionnelles qui sont issues du milieu du surf. On pense à Surfrider Foundation, par exemple, ou Save Our Waves, qui est en Angleterre. Mais donc au-delà du milieu associatif, je ne connais pas d'équivalent. Après, il y a des mobilisations ponctuelles, et à ce jeu-là, c'est les Australiens et les Américains qui sont les plus forts. En Australie, pour un projet de plateforme offshore, en fait, ils ont réussi à rassembler jusqu'à 2000 surfeurs, c'est au mois de mars 2019, sur une plage australienne. Ça, je veux dire, c'est record absolu. Bon, et est-ce que tu peux nous parler un petit peu, toi, de ton parcours, de comment tu es arrivé au surf, et de comment tu t'es engagé dans ce mouvement ? Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire tout ça ? Moi, je suis arrivé sur la côte basque il y a 12 ans, et je ne connaissais la plage et l'océan et même la Méditerranée qu'en tant que touriste. Donc en touriste, généralement, tu te lèves tard parce que tu es en vacances, le temps de petit déjeuner, de préparer tes affaires, d'arriver à bouger ta famille ou ton groupe d'amis, tu arrives sur la plage, il est 11h du matin. La plage est toujours nickel, et c'est vrai que j'avais remarqué des traces de pneus et de ratissage sur la plage sans trop me poser de questions. Enfin, comme en ville, il y a tout le temps des bonhommes en verre qui nettoient la ville, je me suis dit, ils ont nettoyé la plage, mais en fait, j'avais jamais pris réellement conscience en fait, de ce à quoi pouvait ressembler une plage quand elle n'était pas nettoyée. Donc en venant vivre ici, pendant l'été, les plages sont nettoyées, puis arrive l'hiver où les plages ne sont pas nettoyées, et à ce moment-là, c'est là qu'on s'aperçoit qu'il y a énormément de déchets qui viennent s'échouer sur la plage, énormément de déchets en plastique. Qui viennent s'échouer, donc pas des déchets qui ont été laissés par des gens qui étaient sur la plage la veille ou l'après-midi, qui sont ramenés par la mer, tu veux dire. Exactement. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les déchets qu'on retrouve sur la plage, il y en a 80% qui viennent de la terre via les rivières, et ensuite ils vont naviguer et ils reviennent s'échouer ailleurs par les courants. Il y en a 10% qui sont jetés par les gens sur la plage, et il y en a 10% qui sont liés aux activités maritimes, notamment à la pêche et au transport. Donc voilà, l'immense majorité des déchets sur la plage en fait sont jetés depuis l'intérieur des terres, et via les cours d'eau, ils arrivent en mer, ils diffusent et reviennent s'échouer. Donc voilà, moi, premier hiver, j'étais absolument effaré, et puis finalement, j'ai pris une claque parce que je n'avais pas imaginé que les plages et l'environnement pouvaient être aussi atteints. Donc j'ai cherché une association auprès de laquelle me rapprocher, en l'occurrence, ça a été Surfrider, et donc ça a été le début de militantisme associatif que je poursuis encore, et donc c'est assez naturellement que j'ai fait partie des organisateurs du groupe d'une dizaine de personnes qui ont organisé Rame pour ta planète, qui ont lancé ce mouvement. Et qu'est-ce que c'est Surfrider ? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ? C'est une association qui est partie des États-Unis il y a plus de 25 ans, qui se consacre à la protection des océans, du littoral et des usagers du littoral et de l'océan. Principalement sous forme d'éducation du grand public, sous forme de veille environnementale, de recherche scientifique et de lobbying pour essayer de faire évoluer les lois à l'échelle européenne principalement, puisque maintenant c'est l'échelle à laquelle ça se passe, et après c'est retraduit dans les droits nationaux. C'est une association qui est née où ? Aux États-Unis, et ensuite il se trouve que l'un des fondateurs est venu vivre en France, donc l'association a eu une antenne européenne qui a été créée à Biarritz, puisqu'il était installé à Biarritz. Donc le siège de Surfrider Foundation est à Biarritz depuis 25 ans maintenant, mais ça existe aussi au Japon, ça existe au Maroc, dans tout un tas de pays. Et quel est le rapport avec le surf ?
Ce sont C'est des qu'à la base, surfeurs. c'est des surfeurs qui ont monté cette D'accord. association, c'est pour ça qu'elle s'appelle Surfrider. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les surfeurs sont minoritaires dans cette association. C'est des gens qui aiment l'océan et les milieux aquatiques en général. Puisque comme j'ai dit, on s'est aperçu qu'en fait la pollution vient de l'amont des terres. Donc aujourd'hui, il y a des gens qui sont chez Surfrider parce que ils sont techniciens de l'eau, ils sont pêcheurs en rivière, etc. Donc maintenant, quel est l'avenir? Parce qu'une fois que le G7 est passé, qui était un peu l'objectif de Rame pour ta planète, j'ai suivi un petit peu sur le groupe. Visiblement, il y a une envie de pas mal de participants de ne pas s'arrêter là, de continuer, puisque effectivement, les problèmes sont toujours là de toute façon. Donc vous, à votre niveau, est-ce que vous allez continuer à faire ces mobilisations? Sous quelle forme? Est-ce qu'il y a déjà de nouvelles idées? Vous en êtes où? Alors, sur la côte basque, on a décidé qu'on allait arrêter de ramer tous les mois parce qu'on s'est dit sans objectif précis. Le G7 était un objectif précis et très lisible, donc qui permettait de continuer à mobiliser. Et aujourd'hui, si on n'a pas un objectif aussi fort que celui-là, on est sûr et certain que le mouvement, ça va s'épuiser et c'est dommage de le gâcher comme ça. Donc nous, on va continuer d'animer le groupe, puisque ailleurs en France, il y a des gens qui veulent continuer à ramer parce qu'ils ont des agendas locaux. Je pense par exemple en Vendée, il y a un projet de construction d'un port de plaisance contre lequel se battent les environnementaux. Donc eux, c'est une bonne occasion de continuer à ramer. Oui. Voilà, il y a des choses comme ça au Portugal. Du côté de Porto, c'est pareil, il y a un projet d'artificialisation du littoral, donc ils sont motivés pour continuer à ramer. Donc nous, on va continuer à accompagner ce mouvement. Localement, on invite les gens à devenir des porteurs de projets. Je veux dire par là, un projet, ça peut être se saisir d'un documentaire environnemental qui sort au cinéma pour inviter sa communauté autour de soi ou organiser une projection. Ça peut être organiser des nettoyages de plages ou de rivières. Enfin, il y a plein de manières de continuer à se mobiliser. Ce qu'on veut, même si on sait que c'est difficile, parce que, en tout cas moi je le sais, pour être dans l'associatif depuis longtemps, c'est-à-dire dès qu'il n'y a pas de leader, les gens peinent à s'automobiliser, mais on veut que ce soit ça aussi. C'est-à-dire que nous, on dit, on a planté une graine en disant, il faut que les surfeurs nous soyons conscients, nous faisions partie des gens mobilisés, mais maintenant, on ne peut pas toujours tenir la main. Il faut que les gens, à un moment donné, c'est eux-mêmes qui s'inscrivent dans une AMAP, c'est eux-mêmes qui arrêtent de prendre leur bagnole à tout va, c'est eux-mêmes qui changent de banque s'ils sont dans des banques qui soutiennent des projets écocides ou qui changent de fournisseur d'électricité. Voilà. Et cette graine qu'on a plantée, on veut qu'elle pousse en chacun et que chacun devienne acteur. Donc c'est pour ça qu'on trouve que ça n'a pas tellement de sens de continuer à ramer tous les mois. Bien évidemment, on organisera des temps forts pour que la mobilisation continue d'exister. On aura un autre temps fort, c'est qu'on a tourné pendant toute la durée du mouvement un film, enfin des rushs afin de produire un film documentaire. Donc ce film, on le fera vivre, on le projettera, on ira l'inscrire dans des festivals de films de surf, on ira le montrer dans des milieux scolaires, etc. Donc il y aura aussi ce temps de vie qui montrera ailleurs que ce qu'on a fait là, chacun peut le faire. Mais qu'on soit du milieu du surf ou pas du milieu du surf, c'est l'idée en fait de retrouver le sens du collectif, du faire ensemble et de s'apercevoir qu'ensemble on est beaucoup plus fort, qu'ensemble c'est possible, ensemble c'est pas compliqué, ensemble on partage des idées. Voilà, c'est retrouver le sens du collectif. Et j'espère qu'on a planté une graine suffisamment correctement, qu'on l'a suffisamment arrosée pour qu'elle va pousser en chacun des surfeurs citoyens qui ont participé. Il y a une page et un groupe Facebook. Il y a un groupe Facebook, je crois. Il y a un groupe Facebook qui doit s'appeler Rame pour ta planète et il y a un site internet qui s'appelle ramepourtaplanète.com. Voilà, il y a un compte Instagram également, puisque à l'ère des réseaux sociaux, on n'allait pas s'en priver. Oui, voilà, hashtag Rame pour ta planète. Et est-ce qu'il y a d'autres choses dont on n'a pas parlé qui te semblent importantes à évoquer ? Non, il y a plein de choses, puisqu'on a eu l'occasion de parler avec beaucoup de gens. C'est le sens du message qui était derrière, c'est-à-dire ce sur quoi nous, on a focalisé notre message, en tout cas au-delà des surfeurs citoyens. Nous, c'est ce qu'on demande. Ce qu'on demande, c'est arrêter de l'usage du plastique à usage unique, légiférer sur le transport maritime, qui est le moyen de transport numéro 1 dans le monde de tous les produits chinois qu'on utilise tous les jours, et en fait, c'est hyper polluant. Légiférer sur la biodiversité, sur la pêche industrielle. En fait, voilà, c'est tout des signaux d'alarme qu'on a soulevés pour dire l'océan est malade de l'action de l'homme. Voilà ce sur quoi on peut agir, quoi. Et alors, entre vos revendications et les
Parce que vous allez les porter auprès de qui, les revendications? C'est les politiques essentiellement, des responsables politiques locaux, nationaux, européens? Ou est-ce que vous vous mettez en réseau avec d'autres associations qui font du plaidoyer? Comment ça se passe? Un petit peu tout ça à la fois. C'est vrai que le plus facile, c'est de communiquer avec les élus locaux, parce que c'est ce qu'on fait toute l'année, pour la bonne et simple raison. Par exemple, si je prends la commune de Bidart, sur laquelle nous avons fait plusieurs rames. Qui est juste à côté, là. Voilà, puisque Guétari, pour les gens qui ne sont pas du coin, il faut expliquer que c'est donc dans ce Pays Basque qui est tout près de l'Espagne, au sud ouest de la France, et que Guétari, c'est un petit village qui est entre Bidart et Saint-Jean-de-Luz. C'est ça, exactement. Voilà. Et au nord de Bidart, c'est Biarritz, pour faire simple. Voilà. Et donc, par exemple, le premier adjoint à la mairie de Bidart est surfeur, il surfe depuis plus de 40 ans, et il est aussi engagé chez Surfrider. Donc, c'est des gens avec qui il est facile de discuter, parce qu'en fait, on partage les mêmes problématiques. Et c'est à peu près la même chose pour toutes les communes du littoral. Si vous vous promenez dans le petit village de Guétari, vous voyez que sur toutes les bouches d'égout, la mairie a inscrit au pochoir « Ici commence la mer ». Pour dire tout ce qu'on va jeter dans une bouche d'égout, en fait, ça va terminer dans l'océan. Quand on va discuter avec la mairie de Saint-Jean-de-Luz, c'est à peu près la même chose. Bidart, je l'ai dit, etc., etc. Parce que les élus locaux, c'est les premières concernées. Quand il faut nettoyer la plage parce qu'elle est pleine de déchets, ils sont obligés de le faire parce que la Côte Basque vit du tourisme, mais ça a un coût, et ça a un coût important. Donc pour eux, plus l'environnement sera respecté et moins le littoral sera pollué, plus ça les arrangera. Donc en fait, je pense qu'avec les élus locaux, on va vraiment dans le même sens. Ensuite, concernant les élus plus éloignés, effectivement, on travaille avec d'autres associations. J'ai cité Surfrider tout à l'heure, je pourrais citer la Water Family, qui est aussi une association qui fait à peu près la même chose localement. C'est des gens avec qui on va être sur des manifestations communes. D'autres associations, comme par exemple BICI, qui est un mouvement de justice sociale et climatique qui est maintenant connu bien au-delà du Pays Basque, puis c'est eux qui sont à l'origine du mouvement Alternatiba d'ANV COP21. Aujourd'hui, ça a pris son envol, mais disons que c'est eux qui ont initié ces mouvements. C'est eux qui ont organisé, par exemple, la récente marche pour le climat à Bayonne, et Rame pour ta planète était partie prenante, puisqu'en fait, il y a eu une marche et un blocage d'un pont qui est d'habitude réservé aux voitures. Et sur ce pont, on avait installé des stands associatifs, et donc les gens de BICI avaient demandé à Rame pour ta planète de participer. Donc oui, on travaille souvent ensemble, parce qu'à plusieurs on est plus fort, et puis aussi parce que moi je me suis aperçu que participer à plusieurs associations, c'est de voir des modes opératoires différents, et en fait on apprend beaucoup en allant voir comment font les voisins, et puis on ne peut pas être spécialiste de tout. Donc c'est bien parfois de convoquer une autre association qui est bien plus calée sur un sujet qu'on ne l'est nous, et inversement. Surtout que c'est vrai qu'à Bayonne, entre Alternatiba et ANV COP21, qui font même de la formation aux actions non violentes et tout ça, parce que j'ai rencontré Pauline Boyer d'Alternativa ANV COP21, qui a fait partie des décrocheurs de Macron, voilà, là, qui se sont retrouvés en procès. Et en fait, je l'ai interviewée, je crois que c'était 2 jours avant qu'elle soit embarquée en garde à vue à Paris. D'accord. Et donc c'est elle je l'ai rencontrée pour parler d'Alternativa, donc pour faire un podcast spécial sur Alternativa et reprendre un peu l'origine du mouvement et toutes leurs actions. Et oui, c'est extrêmement dynamique quand même dans cette région par rapport à d'autres. Oui, après il y a un passé politique du fait que pendant longtemps, militant, le Pays Basque a voulu une indépendance ou une autonomie. Donc voilà, je pense que cette militance politique et syndicale, aujourd'hui, même si on est sorti de ce combat qui fut militaire fut un temps, c'est resté sur des habitudes de militance. Donc oui, il y a un tissu associatif qui est très fort, très organisé, et qui fonctionne très très bien ici. Ouais. Très actif. Très actif, oui. Effectivement. Moi, je milite chez BICI. Ça fait longtemps que je participe aux actions de BICI, mais dernièrement, un peu plus, parce que je trouve que leur mode d'action est... en tout cas, moi, il me satisfait, parce qu'il est sur la base de la non-violence, mais de la non-violence radicale. C'est-à-dire, on sait ce qu'on veut, on lâchera rien, mais on ne fera pas le jeu de la violence, puisqu'à la violence répond la violence, et que malheureusement, souvent, comme c'est pas nous qui avons
les plus grosses carapaces et les plus grosses armes, on termine mal. Donc moi, je préfère cette forme d'action de non-violence. Voilà, on a vu, là, tu parlais des portraits de Macron qui ont été décrochés, chapeau. Je veux dire, ça a permis de refaire remonter le sujet très très fort à l'échelle nationale et internationale, parce que pendant le G7, ils ont eu une couverture média sur les portraits Macron qui était complètement folle. Et puis, parenthèse politique, s'il en faut, Macron est à l'ONU pour se faire une fois de plus le champion du climat comme au G7. Alors, c'est que ce ne sont que des effets d'annonce, c'est-à-dire qu'il parle beaucoup quand il est en présence d'autres présidents d'autres pays qui, soi-disant, en font moins, ce qui est peut-être vrai, mais au niveau intérieur, en fait, il ne se passe rien. En tout cas, il ne se passe absolument pas des choses à la hauteur des enjeux. On a besoin d'actions radicales. Certains préfèrent mettre une cagoule noire et casser des banques, parce que les banques, en tout cas pour certaines, participent voilà. Oui, au financement des énergies fossiles, voilà, des armes que l'on vend là où on n'aurait pas le droit de les vendre. Voilà. Mais bon, moi je me sens pas personnellement de mettre une cagoule et d'aller casser des banques, c'est pas ma manière d'être, donc je me sens plus dans de la manifestation et dans des actions non violentes qui peuvent en plus avoir un côté festif, humoristique, ce qui est très difficile quand on est dans l'action violente, d'avoir l'humour et le côté festif, mais voilà, même si c'est pour des choses simples. J'ai souvenir d'il y a quelques années d'une campagne de prévention pour les mégots sur la plage où on avait fabriqué une cigarette géante et un costume de crabe et on s'est baladé tout l'après-midi déguisé de manière un petit peu ridicule. Enfin, moi je me sentais ridicule dans mon costume de cigarette géante qui faisait 3 mètres de haut. Donc c'était pendant un festival de musique qui avait lieu sur la plage. Il n'empêche qu'à la fin de l'après-midi, quand tous les... parce que c'était... voilà, ça se passe en après-midi. Quand tous les participants sont partis, on a fait le tour de la plage, il n'y avait pas un mégot sur la plage. Et plutôt que de mettre des panneaux ou de dire, comme ça se fait ailleurs, oui, on va vous mettre des amendes si vous jetez vos mégots par terre, qui n'est pas très accueillant, même si voilà, ça peut être un choix. Bon ben nous on y est allé avec nos costumes un peu ridicules. Toute la journée il y a des gens qui nous ont pris en photo pour poster sur Instagram, sur les réseaux sociaux parce que ça les faisait rire, mais ça nous a permis de diffuser un message. Et à la fin de la journée, mission accomplie, il n'y avait pas un mégot sur la plage. Donc on peut être dans l'associatif sans être triste ou absolument déprimé parce que c'est la fin du monde. Il y a des manières de faire et de s'amuser. Et puis être dans l'associatif, c'est un bon moyen d'être au contact de gens qui pensent comme nous. Et finalement, on est bien quand on est avec des gens qui pensent comme nous de manière un petit peu égoïste. C'est là où on va se faire des amis. Moi, je trouve qu'il n'y a que du positif à être dans l'associatif, mais pas que l'associatif militant. Hein. Être entraîneur bénévole dans un club de foot local, être comme ma voisine qui a 88 ans dans un club de couture où elle propose de réparer gratuitement les vêtements qu'on amène, c'est pareil, c'est du lien social, c'est du service rendu. Moi, tout le monde devrait passer un petit temps dans l'associatif, c'est vraiment enrichissant. Tu parlais de BICI, mais qu'est-ce que ça veut dire BICI ? BICI, c'est pas un acronyme, c'est un mot basque, ça veut dire vivre. Moi, je suis pas locuteur basque, mais il paraît que ça veut dire vivre. B-I-Z-I. Exactement, parce que en basque, le Z se prononce comme un S en français. Bien. Alors maintenant, si des surfeurs de France ou d'ailleurs, parce que le podcast est écouté, c'est ça qui est amusant avec le podcast, on voit dans les statistiques, c'est écouté un petit peu de partout dans le monde. Donc si des gens ont envie de rejoindre votre initiative ou de créer eux-mêmes leur rame pour la planète, comment peuvent-ils vous contacter ? Par le groupe Facebook ? Par le groupe Facebook, par le site internet où il y a un contact mail, mais le site internet en fait est assez clair. On a donné un petit mémo, comment organiser sa rame près de chez soi pour que ça fonctionne. Donc on a donné des trucs que nous on a vu qui fonctionnaient, donc si les gens peuvent suivre ce guide, c'est déjà pas mal. On a aussi traduit la phrase rame pour ta planète dans une dizaine de langues qui va du russe au japonais en passant par l'arabe, le portugais, l'espagnol, l'allemand. Donc on a tout un kit comme ça qui est téléchargeable. Donc chacun peut s'accaparer et vraiment l'idée c'est que chacun le fasse vivre à sa manière en fonction de sa communauté locale et de ses problématiques locales. Nous, l'idée c'est de rassembler, c'est de dire que derrière chaque sportif il y a aussi un citoyen et donc de rassembler des sportifs citoyens pour se mobiliser pour l'environnement, pour dire qu'ils sont conscients ensemble des problèmes et puis qu'ils sont prêts chacun à s'engager dans leur vie quotidienne
pour polluer moins, pour émettre moins de CO2, voilà. Et ensuite, ils postent sur les réseaux sociaux avec le hashtag Rame pour ta planète. Et voilà. Des photos et des vidéos de ce qu'ils ont fait. Et on peut retrouver avec le hashtag Rame pour ta planète aussi, j'ai vu ce matin sur Instagram, tout à fait. Tous les gens qui se relient au mouvement. Oui, il y a plus d'1 millier de personnes qui nous ont rejoints et la majorité ne sont pas sur la côte basque. Oui. Donc, pourvu que ça dure. Mais pourvu que ça dure, en fait, je ne sais pas si on peut dire pourvu que ça dure, parce que tant que ça dure, c'est que les problèmes ne sont pas réglés. Ce qui serait bien, c'est qu'un jour, vous n'ayez plus à le faire. Oui, mais comme on est loin de les avoir réglés, il y a encore un long temps de mobilisation. Il y a une grande marge de manœuvre. Ouais, il y a un long temps de mobilisation, une grande marge de manœuvre. Donc, il y a encore de quoi faire, quoi. François, merci beaucoup. De rien, Anne, c'était un plaisir. Et puis, je vais dire bonne continuation quand même dans ce merveilleux Pays Basque et ce très beau village de Guétari. Pendant qu'on enregistre, il y a une très belle vue sur la mer. Le temps est un petit peu gris, il y a du vent, mais il fait bon. Et il y a plein de surfeurs là en bas, j'ai vu. Ouais, parce que c'est les mois de septembre-octobre, c'est des jolis mois de surf. C'est souvent des jolis mois question météo. L'eau est encore chaude de l'été. Donc les journées sont pas trop courtes, donc c'est vraiment le moment d'en profiter. Moi je sais que ce matin je me suis levé tôt, je suis allé surfer avant d'aller travailler, et puis voilà, histoire de m'ouvrir la tête et l'esprit, et c'est ce que font la plupart des gens ici. Donc c'est pour ça qu'il y a plein de monde dans l'eau. Je sais pas si c'est une hygiène de vie, si je crois que ça fait du bien de pouvoir aller dans ce grand liquide et de se remettre un petit peu à sa place, de se dire qu'on n'est pas grand chose en tant qu'être humain, qu'on n'est qu'une toute petite chose dans cette grande immensité, et puis de voir qu'on est avec d'autres gens qui partagent ce même plaisir, finalement c'est apaisant, quoi. Oui, parce que tu me disais juste avant qu'on commence l'enregistrement que par rapport aux combinaisons, au fait que quand vous êtes dans l'eau, en fait, tout le monde a sa combinaison noire, et ensuite... Je pense que c'est un peu un des fondements de Rame pour ta planète, c'est-à-dire que quand on va surfer, on a tous à peu près les mêmes combinaisons noires, et puis quand on sort de l'eau, on se change sur la plage ou sur le littoral, et puis tu t'aperçois, c'est surtout vrai en journée pour les sessions à la mi-journée, c'est-à-dire que les gens bossent le matin, entre midi et 2, ils vont surfer, puis après ils retournent bosser. Donc en fait, ils sont souvent avec leur tenue professionnelle, et donc 13h45, les gens se changent à fond, il y en a un qui remet sa chemise, sa cravate, sa veste, l'autre à côté il remet son pantalon de peintre, le troisième il est dentiste, il a son premier rendez-vous dans un quart d'heure, et c'est de s'apercevoir que derrière cette communauté, ces pingouins un petit peu là tous en noir, en fait c'est un petit peu toute la société qui est représentée. Et c'est pour ça sans doute qu'on a voulu créer Rame pour ta planète, c'est qu'on s'est dit derrière chaque surfeur en fait il y a un citoyen, et donc il y a des gens qui pensent, il y a des gens qui vivent, qui ont des habitudes de vie et de consommation. On a envie de toucher via l'océan, parce qu'on est tous concernés par l'océan, chaque citoyen qui se trouve derrière. Et avant de terminer, est-ce que tu aurais 2-3 anecdotes à nous raconter, de bons souvenirs de cette initiative, de choses étonnantes, surprenantes, de choses que tu n'attendais pas, qui se sont produites et qui restent des bons moments? Je vais en citer 2. La première, ça devait être au mois de février, on avait décidé d'aller ramer à Saint-Jean-de-Luz, dans la baie, et en fait c'était véritablement la tempête, avec un vent mais vraiment fort, on avait du mal à tenir les planches, le vent limite nous arrachait les planches, c'était vraiment des conditions difficiles. On s'est dit personne va venir, est-ce qu'on annule? Donc nous on était vraiment prêts à annuler, puis on faisait ça avec un club sportif qui se trouve à Saint-Jean et qui a un local qui est sur la plage. On dit non, on est chaud motivé, on le fait quand même. On dit on continue. Et puis il y a, je me rappelle, 65 surfeurs qui sont venus, plus des accompagnants. Et donc c'était des conditions hivernales. Mais le beau moment, c'était qu'effectivement après on a été accueillis dans leur local et ils avaient préparé une soupe chaude, ce qui peut sembler un petit peu décalé là maintenant au mois de septembre, mais je peux vous dire qu'avec le vent et la tempête, il y avait énormément de chaleur humaine, parce que on a été tellement agréablement surpris qu'ils aient préparé ce soupe, puis les gens voulaient plus partir, les gens parlaient entre eux, ça a été un temps d'échange qui était vraiment fort. Le deuxième temps, c'était le 5 janvier pour la rame à Guétari. Encore une fois, c'était l'hiver, le sol était gelé, il était blanc avec du givre de partout, mais il faisait soleil, mais il faisait vraiment froid, et on s'est retrouvés à 150, et donc c'était le 5 janvier, là aussi c'était assez inespéré, on ne croyait pas qu'il y aurait autant de monde.
Donc notre temps de parole, notre temps de rame au large, et puis il y avait des petites vagues, des jolies petites vagues, et en fait on s'est tous retrouvés, tout ce monde qui était venu surfer, à aller surfer la même vague. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en temps normal, ça n'existe pas. C'est-à-dire que la règle, c'est un surfeur par vague. Et dès qu'il y a des gens qui viennent sur ta vague, les surfeurs ont vite tendance un petit peu à s'échauffer et à s'engueuler. Et là, on s'est retrouvé à prendre des vagues à 15 personnes en même temps. Imaginez un pic avec plus de 100 personnes. Donc, il y avait des rangées de surfeurs les uns derrière les autres qui prenaient des vagues simultanées. Et on n'a jamais vu autant de sourires, autant de bonne humeur, autant de remerciements, autant de chaleur humaine à l'eau. Et donc c'était vraiment un moment fort, et tant et si bien que dans les semaines qui ont suivi, les gens reparlaient de ce temps-là, et c'était, une espèce de... Par ces vagues qu'on avait pris ensemble, en fait, on s'est dit que dans notre vie tous les jours, en fait, on pouvait être ensemble et on pouvait être bienveillants les uns avec les autres. Et c'est sans doute ce dont on souffre dans notre société qui est individualiste et basée sur l'achat, la consommation. C'est moi qui achète pour moi mon dernier truc à la mode, etc., etc. Et on manque de temps collectif. Et là, on avait recréé du collectif dans la rame et dans la pratique sportive. Et vraiment, ça a touché les gens. Donc ça reste comme l'un des beaux moments de cette aventure. Très bien, merci de nous partager tout ça. Ça donne envie de rejoindre, ça donne envie d'aller dans l'eau. Oui, et d'ailleurs, je me demandais tout à l'heure en regardant, parce qu'en fait, moi je pensais qu'il fallait vraiment être relativement jeune pour faire du surf. Et j'ai vu quasiment des petits papis là, à l'heure sortir de l'eau, c'est étonnant. Oui, il y a quelques papis surfeurs. Jusqu'à quel âge les gens peuvent surfer? Par exemple, je ne connais pas exactement son âge, mais je suis sûr qu'il a plus de 80 ans. Joël de Ronet, qui est... il est scientifique. Je connais deux noms. Joël de Ronet, c'est quelqu'un qui écrit des livres, qui fait de la vulgarisation scientifique. On a vu dans à peu près tous les médias français. En fait, il habite, quand il est au Pays Basque, pas très loin d'ici. Il a plus de 80 ans et il continue d'aller surfer. D'ailleurs, il a dit qu'il surferait jusqu'à sa mort. Donc, oui, il y en a qui veulent mourir sur scène, d'autres sur une vague. Voilà, il y a des papis surfeurs. On en est à la première génération de papis surfeurs en France, puisque le surf a débarqué à la fin des années 50. Des mamies aussi? Un petit peu moins, mais dans d'autres pays, notamment je pense à l'Australie, où on a surfé avant la France, en fait, il y a des papis et mamies surfeurs. Il y a vraiment des familles entières et où on va surfer de manière intergénérationnelle, ensemble, avec les grands-parents, les parents et les enfants. Et c'est un vrai temps de communion. Moi, je sais que j'ai surfé, enfin, nous avons surfé, parce que ma femme surfe aussi, avec nos enfants quand ils étaient petits. Et c'était des moments magiques, puisque ça permet d'être en famille, mais pas à la maison, où finalement, la maison est pleine de codes, il faut faire ci, il faut pas faire ça, on a des habitudes. Et dans l'eau, en fait, ça rompait complètement ça, et c'était des temps vraiment très agréables en famille, parce que aussi, par exemple, nos enfants étaient plus forts que nous en surf, donc en fait, on n'était plus dans la relation parent-enfant, où c'est le parent qui, souvent, et le sachant, voilà, exactement. Dans l'eau, c'était l'enfant qui pouvait donner des conseils, donc aller surfer en famille, ça fera vraiment du bien à votre famille. Bon, alors le surf, c'est bien pour la famille, c'est bien pour l'environnement. Pour l'environnement, il y a encore de gros progrès à accomplir sur le matériel, parce que comme dans tous les sports, en fait, le matériel qu'on utilise est pas tellement éco-responsable, même s'il y a des marques qui font des efforts, mais faut savoir qu'une planche de surf, c'est une base de mousse polyuréthane avec dessus de la résine et de la fibre de verre, et qu'une combinaison, pour la plupart de celles qui sont sur le marché, c'est du néoprène, donc un dérivé pétrochimique. La wax, qui est la paraffine qu'on met sur les planches pour pas glisser, c'est issu aussi de la pétrochimie. Donc on part de loin. Heureusement, il y a des marques qui ont produit des alternatives. Donc il faut, en tout cas moi je conseille et j'essaie d'aller vers ces marques-là. Mais voilà, il ne faut pas non plus que je raconte des conneries. Le surf n'est pas complètement vert non plus, quoi. Non, mais enfin, dans tous les domaines, là, maintenant, voilà, on sait qu'il faut bouger, et les marques, voilà, c'est aussi par notre pouvoir en tant que consommateur, comme tu dis, que l'on peut faire bouger les marques, puisque si on se dirige vers des marques qui font un peu plus attention et qui, sincèrement, pas pour faire du greenwashing, mais sincèrement, ont une démarche éco-responsable pour être plus respectueux de la planète dans leur production et aussi dans ce que les produits deviennent après,
c'est sûr que c'est un petit pas pour faire évoluer les choses. Moi je dis, enfin c'est pas moi qui le dis, mais moi je me suis rangé à ça, il faut être en transition, on peut pas passer de 0 à 100 en une journée, 6 mois ou un an, mais il faut évoluer dans ses pratiques. Il y a plein de choses qui avant étaient communément admises et qu'aujourd'hui qu'on estime qu'on ne peut plus faire. Donc voilà, il faut bouger petit à petit avec son temps, ses moyens financiers, ses moyens culturels, mais c'est pas compliqué, il y a plein de choses qui sont vraiment pas compliquées à faire, quoi. Je suis d'accord avec toi sur la transition. Par contre, je pense que plus qu'avant, il faut avoir conscience qu'on est dans une urgence et qu'effectivement, il y a une transition, mais que à tous les niveaux, au niveau politique ou industriel ou quoi, il ne faut plus penser qu'on a un siècle devant nous. Il faut vraiment mettre les choses en place si on veut changer les énergies, si on veut... on ne peut pas se permettre de se dire, bon, on va tranquillement réfléchir à la question. Non, mais je suis complètement d'accord avec toi. Il faudrait juste déjà s'enlever ce qu'on a devant les yeux et se déboucher les oreilles, parce que c'est ce que disent les scientifiques du GIEC depuis maintenant un certain nombre d'années. Si on ne change pas, on va dans le mur. Mais comme il y a une phrase que j'ai entendu ma mère dire, elle dit il est plus facile de concevoir la fin du monde que la fin du capitalisme. Mais elle disait ça il y a déjà 20 ans. Mais aujourd'hui, c'est une phrase qui est cruellement vraie, c'est-à-dire que toute la journée, on nous répète qu'on va dans le mur. Par contre, à aucun moment, on se dit changeons le système, qui est effectivement le système capitaliste, qui est basé sur la croissance. C'est-à-dire qu'il faut toujours plus consommer dans ce système-là, mais malheureusement, on sait que les ressources ne sont pas infinies, qu'elles sont même très limitées, et que les produits qu'on fabrique, en fait, deviennent très vite, trop vite, voire pour certains immédiatement, des déchets qu'on ne sait pas ou qu'on ne veut pas éliminer. Donc en fait, ça semble... Et ils sont conçus pour faire fonctionner le monde de la consommation. L'obsolescence programmée a été conçue pour que on rachète très vite, de plus en plus vite, nos téléphones, nos lave-linges, C'est vrai que moi, c'est ce qui me désole, par exemple, quand j'écoute la radio, d'entendre que toujours, encore aujourd'hui, avant le journal à la radio, on continue à passer la bourse, alors qu'on pourrait passer la chronique des bonnes pratiques, puisque on est dans une urgence. Enfin, les scientifiques du GIEC, ils s'y sont mis à 15 000 pour dire, les gars, on va dans le mur. Bon, on pense qu'on peut leur faire confiance, que c'est leur job de tous les jours de compiler des données et d'analyser. D'autant plus qu'ils sont rejoints par des analyses qui arrivent du monde entier. Ils sont du monde entier, c'est pas que des analyses, des statistiques. C'est tous les jours qu'on apprend des nouvelles catastrophiques par rapport à l'état de la dégradation qui s'amplifie et beaucoup plus vite que ce qu'on avait prévu, ne serait-ce qu'il y a 3-4 ans, au moment de la COP21. Oui. Donc on se dit qu'on doit changer de logiciel, mais malheureusement on ne change pas de logiciel. On sait, des matins je me réveille, ça m'attriste un petit peu quand même. Après je vais surfer, ça va mieux. Bon, je vais peut-être me mettre au surf avant de partir. Merci beaucoup François. Merci, à bientôt. Au revoir. Ciao. Chers auditeurs, si vous avez apprécié cet entretien, merci de mettre 5 étoiles au podcast de So Sweet Planet sur iTunes. C'est très important pour qu'il ait plus de visibilité. N'oubliez pas de vous abonner, soit à la newsletter sur sosweetplanet.com ou sur iTunes, au podcast, ou les deux, pour être informé des prochains podcasts mis en ligne. À bientôt.